Chebel, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, philosophe, spécialiste de l'islam et du Coran. Le Coran que vous avez traduit et dont vous avez préfacé les traductions, vous êtes connu comme l'inventeur de cette formule l'islam des Lumières. Et vous sortez aujourd'hui un livre qui s'intitule L'islam de chair et de sang. C'est dans une petite collection qui s'appelle la collection Librio, qui a l'avantage d'être très accessible, parce que c'est un livre à, je crois, 3,50 €. Donc, 3 et en euros. même temps, 3 €. 3 euros. Et dans lequel on s'instruit énormément sur justement l'islam, que vous abordez à travers les questions notamment du sexe, de la chair, du sang, comme son titre l'indique, ce qui est une approche évidemment très originale. Mais je voudrais auparavant qu'on commence par ce sondage, énième sondage, qui montre une espèce de montée d'une inquiétude diffuse chez les Français vis-à-vis de l'islam, avec tous les mélanges que cela peut comporter, évidemment, parce qu'on mélange souvent le radicalisme d'un certain nombre de groupes terroristes avec l'islam et ceux qui pratiquent la religion musulmane. 43% des Français considèrent que l'islam est une menace pour leur identité. Alors, pour des gens comme vous qui passez votre temps à faire la pédagogie de ce qu'est vraiment l'islam, voilà, comment réagissez-vous à ce... Je réagis simplement. C'est que s'il y a 43% de gens qui estiment que l'islam est un danger pour eux, il y a au moins, et ça c'est assez réconfortant, si vous voulez, 63%, 67%, si vous voulez, qui sont finalement à l'aise avec cette religion. Une religion nouvelle en France, dans un espace très sécularisé, avec une histoire de laïcité qui est celle qu'on connaît, c'est-à-dire conflictuelle depuis le début, avec une mosaïque des sensibilités religieuses, avec un athéisme, un agnosticisme assez développé et une méfiance tenace vis-à-vis des croyances fortes comme c'est le cas pour l'islam. À cela, il faut ajouter le fait que nous avons affaire à un islam actif, d'une minorité agissante, qui a été dénoncé par les musulmans eux-mêmes et qui, depuis des années et des années, pollue l'image de l'islam. Je dis qu'au fond, cette réaction-là est tout à fait salutaire dès lors qu'elle se pose par rapport à cet activisme religieux d'une minorité que la police connaît et que tout le monde identifie, qui pollue l'image de l'ensemble des musulmans dans ce pays, dans ce beau pays que les musulmans aiment, et que les musulmans ont adopté totalement et que l'islam, finalement, même la France, j'ai l'impression aussi, a adopté les musulmans, ces musulmans, la plupart des musulmans. Et donc, au fond, je le comprends, mais c'est un ressenti. Ça peut changer d'un jour à l'autre. Une des grandes questions de l'islam, c'est sa capacité à être interprété. Alors, prenons Salman Rushdie, qui est, lui, victime d'une fatwa, oui. Et qui explique qu'au fond, le grand problème vient de ce défaut d'interprétation, donc de modernisation de l'islam, donc d'adaptation à des temps plus modernes, et donc la victoire de gens qui veulent avoir une lecture très près de textes qui sont datés des origines. Et c'est de là que viendrait le... Alors, vous-même, évidemment, vous ne cessez d'interpréter l'islam, mais comment regardez-vous ce phénomène? Écoutez, c'est précisément la pertinence d'un travail comme le mien et comme de tous ces gens-là, comme moi, qui, de par le monde, appellent à la vigilance et disent qu'on ne peut pas, moralement, intellectuellement, mentalement, accepter que les versets coraniques, tels qu'ils sont lus par les fondamentalistes, puissent s'appliquer aujourd'hui, aussi bien en Europe, c'est-à-dire dans les terres où l'islam est très minoritaire, dans un ensemble majoritairement non musulman, et même, je dirais, au sein même des terres musulmanes. Il n'est pas concevable aujourd'hui que la polygamie soit reconduite telle qu'elle. Il n'est pas concevable que l'héritage inégal entre garçons et filles soit reconduit sans discussion, sans remettre à plat, sans que les gens mettent à plat les préceptes sur lesquels s'est fondée cette inégalité de fait. Il n'est pas acceptable qu'un certain nombre de fatwas, d'appel au meurtre, au fond, soient prises par une autorité religieuse quelconque, et encore moins une autorité politique. Donc sur toutes ces questions-là, d'adaptation, si vous voulez, du Coran et de l'islam à la modernité, le front est ouvert et il y a un nombre incalculable de gens qui travaillent à la modernisation précisément de cet islam-là, qui nous paraît sur beaucoup de plans
assez anachronique. Alors il y a un invariant dans la religion musulmane, comme il y en a eu dans d'autres religions d'ailleurs, et que vous décrivez bien dans ce petit livre, et qui est le primat de l'homme. Oui. C'est un texte écrit par des hommes, pour des hommes, et donc qui laisse à la femme une place de toute façon subalterne, soumise. Ça, c'est très bien explicité dans ce livre. Oui, tout à fait. C'est une religion d'hommes. Le prophète est un homme. C'est lu et compris par des hommes, appliqué par des hommes. Et souvent, ce sont les hommes qui appliquent même les affaires de femmes, ce sont les hommes qui sont, si vous voulez, à la base des prescriptions. C'est eux qui décident et qui définissent le périmètre dans lequel s'inscrit la femme. Donc je trouve que là, en l'occurrence, puisque nous parlons du Coran et de la parole de Dieu, il n'est jamais dit dans le Coran que l'expertise soit masculine et que les applications soient seulement réservées aux femmes. Donc pourquoi ne pas précisément innover et amener du sang neuf dans cette nouvelle vision, ce que j'appelle la nouvelle ijtihad, la nouvelle réinterprétation des textes, pour que les femmes aient une plus grande place dans la compréhension et dans l'application du Coran. Alors dans cet islam, il y a évidemment d'abord il y a une grande fracture entre sunnites et chiites. Tout à fait. Qui est en train de restructurer le Proche et Moyen-Orient d'ailleurs. Oui. Et comment comprendre cette fracture au regard de la religion que peuvent pratiquer les musulmans de France? Écoutez, alors donc il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'histoire, si vous voulez, avec la grande fracture, le grand schisme entre les sunnites et les chiites, qui est pratiquement natif avec l'islam, hein, qui est né à partir des années 670 après Jésus-Christ, c'est-à-dire à 30 à 40 années seulement après la mort du prophète, qui s'est estompé au fur et à mesure du temps, avec les dynasties, avec des dynasties très fortes qui ont un peu contrebalancé ce schisme religieux par une sorte de civilisation profane. Maintenant, ça renaît à la faveur des renaissances politiques du 19e et 20e siècle, et surtout des indépendances. Et puis c'est la lutte ouverte d'un côté l'Arabie Saoudite, et puis de l'autre, par exemple, l'Iran, qui sont les deux grands pôles. Qui sont les deux grands leaders des deux grandes écoles théologiques musulmanes, c'est-à-dire le sunnisme avec l'Arabie Saoudite, et qui n'est pas un sunnisme tendre, si je puis dire, ce sont des wahhabites, si vous voulez, c'est un sunnisme fort, assez dur finalement. Et de l'autre côté, l'Iran. Ils sont d'ailleurs pas loin géographiquement. Hein. Oui. Donc la rupture, même géographiquement, elle existe même sur le terrain. Avec une renaissance très forte du chiisme. Le chiisme, c'est un clergé tout à fait particulier. Ils sont minoritaires par le nombre, mais à mon sens, majoritaires dans l'impact et dans la théologie qu'ils développent. Et ils développent une théologie politique notamment, très forte et une sorte d'adhésion à des croyances et à des mythologies chiites spécifiques qui sont tout à fait extérieures au champ du sunnisme. Et donc, on a cette confrontation. Oui, parce que le chiisme, vous le décrivez plutôt comme une part de l'islam plus moderne, ou en tout cas potentiellement plus apte à se moderniser. Oui, oui. Mais en même temps, comme il est identifié à l'Iran, il est identifié aussi au terrorisme. Oui, oui. Et dans ce livre, vous rappelez qu'il est faux de penser ce que les terroristes inculquent aux apprentis terroristes. C'est-à-dire que le suicide par les armes et l'accès au paradis. Et vous expliquez que dans le Coran, c'est le contraire. C'est le contraire. Personne, aucun suicidé n'arrivera au paradis d'Allah. Ça, c'est dit dans le Coran. Donc, je n'invente rien. Et qui plus est, aucun suicidé qui entraîne des morts d'innocents autour de lui. Ça, lui, il n'arrivera même pas, si vous voulez, aux portes du paradis, il ne le verra même pas. Donc, il est vain de penser qu'en se suicidant pour la cause d'Allah, qui n'est que la cause des hommes, c'est-à-dire des prédicateurs, des fondamentalistes iraniens et d'autres, on ira au paradis. Donc, pour le coup, le chiisme a développé, si vous voulez, par ailleurs, toute une philosophie de la politique et une philosophie du vivre ensemble qui peut potentiellement, en effet, le mettre en pole position pour une modernité possible. Maintenant, évidemment, la traduction dans les faits, qui est une traduction belliqueuse, une traduction fondée sur l'opposition à l'Occident et l'opposition armée à l'Occident, fait qu'en effet, ils sont en train de... finalement, ils stagnent par rapport à des philosophes iraniens anciens qui étaient beaucoup plus avancés sur cette question-là. Comment regardez-vous ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, où il y a eu des révolutions, et puis on voit bien qu'aujourd'hui il y a un affrontement assez vif entre des forces qui sont abritées par l'islam
conservatrice, et puis ceux qui auraient voulu une révolution plus libérale? On est, si vous voulez, là soumis à un flux de phénomènes rapides qui sont changeants depuis un an et qui partent de fondements théologiques et de fondements spirituels et de fondements même politiques distincts. C'est-à-dire qu'on aurait aimé que toute cette partie-là du Maghreb soit une partie relativement moderne, avec un état de droit fort, avec des représentations, avec une légitimité politique, avec un passage aux urnes qui serait transparent, avec le respect des minorités, le respect des femmes, le respect des jeunes, de la parole des jeunes. Et il n'en est rien, puisque au fond, tout ce débat-là est préempté par les islamistes sous des étiquettes qui n'ont rien à voir avec l'état de droit. C'est un état, on essaye d'anticiper et de préparer l'avènement d'un état islamique. Eh bien ça ne marchera pas. Je veux dire, au Maghreb, on l'a vu avec l'Algérie, ils ont tenté le coup d'une manière forte pour imposer un état islamique, ça n'a pas marché. Le Maroc a une tentation évidemment de s'emparer du pouvoir un peu plus, d'une manière plus douce, par le biais des urnes et par le biais de la reconnaissance un peu du roi lui-même. Mais je pense qu'ils sont quand même sous surveillance et les forces de progrès au Maroc sont très vigilantes de ce côté-là, et notamment la société civile. Et la Tunisie, c'est le cas spectaculaire. On pensait que la Tunisie était très en avance en termes de laïcisation des pratiques politiques et religieuses, en termes de sécularisation, en termes de modernisation de la politique. Eh bien, il n'en est rien, puisque les islamistes ont un trop grand poids et ça obère assez largement, malheureusement, les efforts des progressistes. Il faut que les gens en viennent à se calmer un peu et à essayer de voir les choses dans une perspective plus ouverte et plus généreuse et d'avenir. Je pense qu'il n'y a pas un avenir du tout, ni là ni ailleurs, à un islam politique fort. Je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour des théologies nouvelles dans les pays du Maghreb et même ailleurs. Pour revenir à la France et relier à votre livre sur tous ces aspects de la religion elle-même, comment regardez-vous l'éternelle question qui est posée en France, qui est celle de la formation des imams? Vous-même, vous êtes porteur de l'islam des Lumières, donc une aspiration à sa modernisation. Vous expliquez en quoi les choses pourraient évoluer, mais on voit bien que dans beaucoup d'autres secteurs, c'est plutôt une lecture littérale et ultra-conservatrice qui domine. Tout à fait. Et donc tout ça passe par les imams. C'est tout à fait vrai. La formation des imams est un impératif catégorique. Et en France, c'est urgent. C'est urgent. Il se trouve que nous héritons d'un passé pas très lointain, récent, où véritablement c'était la foire d'empoigne, c'était un peu l'auberge espagnole. Hein. C'est que l'imam peut se constituer imam à peu près dans la journée. Et il y avait un flou total à ce niveau-là, et que du coup, ce sont un certain nombre d'imams opportunistes qui ont pris, si vous voulez, Et on a plutôt progressé dans l'organisation, ou à votre avis les choses sont encore trop floues, comme vous le disiez? Moi, je pense que les choses continuent à être passablement floues et indécises. Moi, j'ai souvent appelé à ce que les responsables religieux, de tous bords et quelque allégeance que ce soit, puissent se réunir et établir, si vous voulez, une feuille de route pour la formation des imams. C'est catégorique. Je pense qu'à partir de là, on peut envisager en effet un programme, on peut envisager une sortie de crise et surtout une visibilité de l'islam de France. Une visibilité. La visibilité ne vient que si vous voulez, les instances qui émergent de ces débats-là soient représentatives. On se trouve avec un CFCM un peu, si vous voulez, bifide sur deux pattes. Il est à peine légitime aux yeux même de ceux qui l'ont élu. Voilà, mais enfin, le cœur de votre ouvrage, donc l'islam de chair et de sang, c'est une plongée dans l'interprétation des textes et une explication assez précise, historique, d'un certain nombre de composantes de la religion musulmane et des façons dont elle pourrait évoluer. Merci Malek Chebel. Et celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos de Malek Chebel et de Nicole Notat ont rendez-vous à tout moment sur publicsena.fr.